Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Alors, comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier, sauf que on est en des temps particuliers. D'ailleurs, cette vidéo est faite en respect total des règles de confinement, je vous rassure. Le grand dossier, c'est bien sûr le Covid-19. On fait quoi maintenant? Et du coup, on a même réduit le nombre de brèves. Alors, 9 brèves. Et on va commencer par décrire, bien sûr, l'avalanche de textes qui nous est venue avec le Covid-19. Voici là, tout ce qui est en train de dérouler là. Ce sont juste les textes encore en vigueur aujourd'hui. À ceci s'ajoutent des dizaines de textes qui ont été abrogés. Et au total, on a, tous autant qu'on est, un corpus de règles énorme à avaler en très peu de temps, à digérer. Néanmoins, la vie continue aussi. Prenez l'urbanisme par exemple. Le Conseil d'État a rendu 2 arrêts importants. L'un où le SCOT, apprend-on, peut justifier l'extension de l'urbanisation d'espaces proches du rivage. Un autre sur tout ce qui est refus de permis de construire, où le Conseil d'État précise ce qu'est une atteinte aux lieux avoisinants. En matière d'aide et de régulation économique, le Conseil d'État régule la régulation économique avec un arrêt Arkea, notamment sur la question de l'autorité des marchés financiers, et en même temps nous donne un mode d'emploi extrêmement précis sur comment fonctionne le contentieux des aides aux entreprises, des aides d'État. Contentieux administratif toujours, le Conseil d'État a rendu toute une série d'arrêts le 25 mars 2020, extrêmement importants. L'un sur les mémoires récapitulatives qu'on peut demander au requérant, un autre relatif à ce qu'on appelle parfois le rescrit juridictionnel. La loi Société de confiance, dite ESSOC, droit à l'erreur, avait prévu en 2017 un système de rescrit juridictionnel, le terme est un peu malheureux, de possibilité de demander au juge « Ah tiens, à propos, mon acte là, il est bon ou il n'est pas bon pour ce qui est de sa légalité externe ?» Ça n'a pas plu à certains syndicats de juges administratifs. Le Conseil d'État a validé la légalité de ce décret, lequel Conseil d'État s'est en même temps, le même jour, mais par un autre arrêt bien sûr, auto-absous de tout péché lorsqu'il a encadré la liberté de parole, notamment sur les réseaux sociaux, des magistrats administratifs. Magistrats administratifs, toujours, les ressorts territoriaux des juridictions administratives bougent. Une ordonnance du 25 mars adapte le contentieux administratif à ces temps de Covid-19 et permet des ajustements sur ce point. Deuxième point, il y a un projet de décret qui va changer les ressorts territoriaux de plusieurs cours administratives d'appel. Et puis troisième chose, évidemment, la future cour administrative d'appel de Toulouse continue son petit bonhomme de chemin. Juge toujours, mais laissez à Lyon maintenant. Question. Est-il légal qu'une région délègue intégralement ses attributions de subvention dans un domaine donné à une structure privée qu'elle contrôle, en l'occurrence une région avec un fonds d'intervention pour le cinéma? La réponse est non. 6. Un décret en matière de périmètre de protection, d'enquête simplifiée en fait pour les périmètres de protection en matière d'eau a été adopté, donc le 23 mars. Une note a été diffusée pour tout ce qui est mise à jour des SAGE et des SDAGE. Un arrêt du Conseil d'État est intéressant, 28 février 2020, sur l'indemnisation des candidats irrégulièrement évincés en DSP. Et puis surtout, l'actualité a été débordée par l'état d'urgence sanitaire. Et là, j'ai voulu faire un zoom sur les textes que nous avons principalement à appliquer. Ce qui nous conduit. Ce grand dossier, c'est « Et maintenant, que faire en ces temps d'urgence sanitaire ?» On a le calendrier suivant. Le 27 mai, un décret sera pris par le gouvernement pour nous dire quand auront lieu les élections du second tour des municipales et pour ceux qui ont été élus à titre définitif au premier tour, à quel moment ils se réunissent. D'ici là, il y a prolongation des périodes de contentieux électoral, y compris donc pour le premier tour, ajustement de la période de la restriction de la communication des collectivités, ajustement sur les comptes de campagne, etc. Et surtout, d'ici là, que se passe-t-il? Eh bien, ce sont les élus qui étaient élus avant le premier tour qui restent en poste, comme vous le savez déjà, avec possibilité de réunir les conseils à distance. Un décret va venir pour nous dire que l'on pourra se réunir avec de la visioconférence ou des votes à distance et avec un quorum abaissé à 1/3. S'agissant de l'intercommunalité, la recomposition ensuite en juin est un peu complexe. Et puis il y a tout un ajustement financier. Report au 31 juillet pour ceux qui n'avaient pas adopté leur budget primitif avant le premier tour. Report à cette même date de tout ce qui est adoption du compte administratif et approbation du compte de gestion qui lui pourra n'être remis que le 1er juillet et non pas le 1er juin. Et d'ici là, les collectivités vont travailler avec
le budget 2019, si le budget 2020 n'a pas été encore adopté bien sûr, avec un report de 7/12 des crédits de l'année antérieure. Avant ce 31 juillet, il faudra le 3 juillet, au plus tard, voter les taux et un certain nombre de tarifs d'impôts locaux. 31 juillet, disais-je, adoption des BP avec une réduction du temps entre le débat d'orientation budgétaire et le BP, suppression du délai de 2 mois carrément, et d'autres ajustements que vous voyez pour la date 1er septembre, ensuite 1er octobre 2020, d'autres échéances, et surtout beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse puisqu'il y a des liquidations et des mandatements des dépenses d'investissement dans la limite des crédits de 2019 qui vont être assouplis. On va pouvoir procéder à virement de chapitre à chapitre dans la limite de 15% du montant des dépenses réelles de chaque section. Les virements entre chapitres deviennent possibles pour l'exercice 2020 sans autorisation de l'organe délibérant à hauteur de 15% par section. Les délégations en matière d'emprunt et de trésorerie sont réinstaurées de par l'ordonnance. Donc on a des assouplissements, des souplesses tout à fait considérables. En matière de marché public aussi, on a des souplesses considérables. Tout le monde avait commencé dès avant l'ordonnance à travailler sur la prolongation des délais de remise des plis, sur les ajustements en matière de visite des sites pour les marchés, en matière de demande de prolongation des délais de validité des offres, en ajustement pour toutes les procédures qui nécessitaient de la négociation du dialogue, en faisant de la visio au besoin, et puis beaucoup de déclarations sans suite, voire des réquisitions. Eh bien, ce que prévoit l'ordonnance du 25 mars 2020, la 2020-319, c'est que les délais de réception des candidatures et des offres, vous pouvez les prolonger d'une durée suffisante pour vous permettre de vous organiser. Vous pouvez aménager les délais et les modalités de mise en concurrence. Vous pouvez, c'est plus surprenant, modifier par avenant les durées de vos contrats en cours pour vous permettre de gérer la durée qui est celle de cette crise sanitaire et les délais de relance ensuite, avec des plafonds qui sont de 4 ans ou 7 ans, mais évidemment il ne s'agit ni d'abuser de ce temps au-delà de ce qui est nécessaire à gérer la situation de la crise plus la relance des marchés, et ni en profiter pour mettre des prestations distinctes, évidemment, dans la prestation qui est donnée à l'occasion de l'avenant. On a des avances qui peuvent monter à 60% du marché ou du bon de commande, et on a des assouplissements pour tout ce qui est sanctions. Et un point important, la possibilité de conclure un marché de substitution avec des tiers, attention, sans que ça soit au tort et frais du marché initial, donc il y a un risque de payer 2 fois, ou en partie 2 fois, mais donc la possibilité de passer des marchés de substitution dans des conditions extrêmement souples, et puis toute une série d'autres ajustements que voici et que voilà. Ah, vous allez me dire, mais il y en a un qui va bloquer là-dedans, c'est le comptable, il va paniquer. Bah, pas tant que ça, parce qu'une autre ordonnance, la 326, toujours du 25 mars, assouplit la responsabilité du comptable, puisque le comptable n'est même plus responsable, sa responsabilité est dégagée lorsqu'il a pu peut-être commettre des erreurs dans ses contrôles financiers, et qu'il s'agissait de mesures rendues nécessaires par la crise. Donc sa responsabilité n'est pas totalement dégagée, mais elle est dégagée dans ces cas-là, ce qui va faire que sur toutes ces questions budgétaires ou de marché public qu'on vient de voir, on va avoir de considérables souplesses. Pendant ce temps-là, il faut gérer les travaux publics, les chantiers. Donc je vous montre ici les références d'un communiqué de presse commun entre le ministère et les grandes fédérations en date du 21 mars, qui sert un petit peu de cadre aux discussions avec les entreprises aujourd'hui pour dire ce qui a été accepté ou pas par les uns et les autres. S'agissant de l'urbanisme maintenant, on a une suspension, un report complet. C'est-à-dire que soit la demande de permis ou de déclaration préalable a été faite avant le 12 mars et tous les délais sont suspendus, y compris ceux de votre propre instruction, soit c'est postérieur au 12 mars et c'est carrément votre point de départ du délai d'instruction qui est reporté jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Autre problème sur le terrain, bah oui, mais moi je dois faire travailler mes agents et certains exercent leur droit de retrait. Sur ce point, on attend 2 ordonnances qui vont venir bientôt sur tout ce qui est fonction publique, primes, situation médicale, etc. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'un agent va être en autorisation spéciale s'il est avec un confinement et qu'il va télétravailler, mais qu'il y ait besoin d'une autorisation pour ça. On va se retrouver avec un congé sans le jour de carence médicale normal et qu'on va avoir des nouvelles règles. Et que sur le droit de retrait des agents, eh bien, il y a effectivement pas mal de débats. Il y a même une note de la DGFP qui a été faite, puis retirée, remodifiée. Ce qu'on voit surtout, c'est que
On a parfois des droits de retrait qui sont demandés, qui sont très légitimes dans des cas inquiétants, et puis d'autres dans des cas qui ne le sont pas, appréciés au cas par cas. Et puis surtout sur le terrain, chacun s'organise au niveau de son plan de continuation d'activité, des plans communaux de sauvegarde. C'est un art tout d'exécution, c'est du management et il y a des choses passionnantes sur le terrain. N'hésitez pas à échanger sur vos expériences. Et la région Grand Est a fait d'ailleurs un document très bien qui est téléchargeable, qu'on trouve un peu partout. Voilà ce qu'on pouvait vous dire de manière extrêmement concentrée, condensée sur ces 15 jours un peu de folie que nous venons tous de vivre. Bon courage, merci à tous qui êtes sur le terrain pour la continuité du service public, pour la protection sanitaire des populations. Les enjeux, les difficultés sont énormes. On se retrouve dans 15 jours pour les 10 minutes juridiques. N'hésitez pas à vous abonner juste après. Merci, au revoir.